L'actualité automobile. Faites le plein. Un parcours bien contrôlé. C'est le Guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le Guide de l'auto. Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto en compagnie de Louis-Philippe Dubé, Hugues Gonneau. Messieurs, bonjour. Salut bonjour. Antoine. Alors, on va recevoir Bertrand Godin en deuxième partie d'émission. On va notamment nous parler d'une conférence qu'il va donner en compagnie de Joanne Villeneuve. Alors, j'ai hâte d'en apprendre là-dessus. Mais tout d'abord, on va parler d'actualité, évidemment, d'une sortie qu'a fait le ministre Benoît Charette pour nous dire que finalement, ça se pourrait que les objectifs d'électrification du parc automobile ne soient pas respectés. Écoute, c'est pas la première fois qu'on en entend parler, mais là, ça bouge beaucoup parce qu'on en a parlé à l'émission la semaine dernière. Les 5 premiers mois de l'année n'ont pas été resplendissants pour la vente des véhicules électriques. Non. Et là, le ministre sort et dit, on va s'ajuster au marché. Qu'est-ce qu'on n'a pas le choix de faire? Parce que justement, si on continue de cette manière-là, on va falloir se poser des questions. Et c'est non seulement les objectifs 2035 pour les véhicules, la vente des véhicules électriques, mais également les objectifs imposés aux constructeurs pour la vente de ces véhicules-là. Dans les prochaines années. D'ici 2035. Donc, on parle de très près là, que ça pourrait possiblement changer. Mais là, on va voir là, où est-ce que le gouvernement veut aller avec ça. Bon, il faut rappeler aux gens que les ventes de véhicules électriques depuis le début de l'année 2025 jusqu'au 31 mai, essentiellement, donc les 5 premiers mois de l'année, ça avait baissé de 43 % par rapport à 2024. Évidemment que février et mars, il y a eu très peu de ventes parce qu'on avait retiré temporairement les crédits à 100 % qui sont revenus en avril avec un 4 000 loin du 12 000. Mais même année à date, là, on se rend compte que la courbe est en pente descendante. Alors, les constructeurs automobiles et les concessionnaires qui ont beaucoup de stock de véhicules électriques sont un petit peu plus frileux. N'empêche, on va multiplier les offres au cours des prochaines années. Là, on va en parler un peu plus tard. Il y a plusieurs nouveaux véhicules électriques qui vont arriver sur le marché. Et actuellement, si on combine les hybrides rechargeables et les électriques, il y a plus ou moins 400 000 véhicules d'immatriculés au Québec. Ouais. L'objectif pour 2030, c'est de se rendre à 2 millions. Est-ce qu'on va être capable... Puis il faut comprendre un truc, c'est qu'uniquement en 2024, il s'est immatriculé plus de 100 000 véhicules électriques. Alors, tu sais, en une année, on a réussi à faire un pas de géant parce qu'évidemment, les crédits étaient en place parce que les gens ont mordu à l'hameçon. Mais là, si on élimine quasi totalement les crédits dès l'année prochaine, parce qu'à partir de 2026, c'est 2 000 $. Alors, 2 000 $, c'est pas assez pour inciter quelqu'un à acheter une auto à 60 000. Non. Non, c'est ça. Ça va dépendre des prix puis aussi de la disponibilité des véhicules pour le marché nord-américain, là, avec les États-Unis aussi qui changent de direction. Pour le marché canadien. Parce que on est toujours une après-pensée pour c'est ça. Qu'est-ce qui va nous rester du choix qu'il va y avoir en Amérique du Nord? Ça va dicter ça. Et les tarifs, évidemment, la guerre tarifaire et tout ce qui se passe dans le monde en ce moment. Mais bref, l'objectif, on dit que ça demeure la même chose. Ouais. On vise le zéro véhicule à essence pour 2035. On pense être capable d'atteindre la cible de 2 millions de véhicules électriques pour 2030, mais ça me semble très optimiste parce que j'ai beau essayer de trouver toutes les solutions, penser dans ma tête comment est-ce qu'on pourrait le faire si on ne ramène pas des crédits individuels qui sont très généreux pour inciter les gens à y aller, est-ce qu'on va le faire? Parce que en ce moment, la vérité, c'est que, un véhicule électrique, c'est quand même plus cher à l'achat qu'un véhicule à essence équivalent. La bonne nouvelle, c'est qu'on sait qu'on va ramener des véhicules électriques plus abordables. Là. La Leaf, la Bolt, le V3 de Kia, tout ça, ça va... Le coût de fabrication des batteries a énormément descendu dans les dernières années grâce à un engouement qui était là. Donc, ça va permettre peut-être à de juger de meilleure façon le prix et de dire, écoutez, c'est pas toutes les subventions qui doivent prendre le lot, puis après ça, les constructeurs peuvent nous offrir des véhicules qui sont abordables. Moi, je l'espère. Puis tu touches un point intéressant, c'est qu'on va retomber avec un marché naturel. Oui. Là, évidemment, les prix et le type de véhicule vendu avaient été établis par le gouvernement. Parce que le gouvernement a dit, nous, on impose un seuil d'admissibilité à 65 000 $.
Alors, si ça coûte plus de 65 000 le véhicule n'est pas admissible. Qu'est-ce que les constructeurs ont fait? Ils se sont accotés sur juste vend des véhicules à 64 999 puis on met des packages d'options à 15 000 puis ça passe pareil. Mais les offres ont toutes été en ce sens-là. Ça a majoritairement été des VUS intermédiaires qui se vendaient au-delà des 60 000 évidemment admissibles au crédit. C'est ce qu'on retrouvait uniquement sur le marché ou à peu près. Et là, bien évidemment, si les crédits ne sont plus un élément considéré par une grande majorité d'acheteurs, ben on peut laisser libre cours à ce qu'on souhaite vraiment faire. Et c'est à ce moment-là qu'on va voir comment les constructeurs vont se distinguer. Parce qu'il n'y a rien de plus... Il n'y a rien de plus standard qu'un VUS électrique en ce moment. Ils sont tous faits sur le même moule parce qu'il y a eu des règles qui ont été établies par les gouvernements. À partir du moment où il n'y en a plus de règles, ben là, les constructeurs peuvent laisser libre cours à ce qu'ils veulent faire et trouver des stratégies qui leur appartiennent. Il y a un point, il faut quand même un peu parler de la rentabilité. Aujourd'hui, une voiture électrique, encore, c'est pas rentable pour un constructeur. Et déjà, sur des véhicules extrêmement chers, il n'y a pas de rentabilité. Donc, l'idée d'amener des petits véhicules électriques économiques et pas chers à l'achat, c'est un suicide économique pour les compagnies. Donc, il y a une courbe descendante qui va se faire. C'est sûr que on va avoir des voitures de plus en plus économiques, mais ça fait quand même 5, 6, 7 ans qu'on nous promet une petite voiture à 20, 25 000. Qui arrivera jamais. Qui arrivera pas. Donc, non, mais on peut imaginer qu'une voiture électrique pourrait un jour être offerte dans les hauts 30 000. Ouais. Oui, non, c'est exactement ça mon point. Il y a une courbe descendante. On est parti de véhicules comme des Model S qui étaient quand même extrêmement chers à l'époque. On descend progressivement. On est dans des intermédiaires qui sont maintenant accessibles, entre guillemets, et on va aller d'ici 5, 7 ans sur des voitures plus petites qui vont être vendables avec peut-être pas des marges énormes, mais au moins pas des pertes catastrophiques pour les constructeurs. Parce qu'ils sont quand même dans le business pour faire de l'argent. Oui, et puis tu sais, il faut quand même pas oublier qu'il y a plusieurs de ces constructeurs-là qui se reprennent ailleurs. T'sais. Peut-être qu'on fait pas énormément d'argent avec une Chevrolet Bolt, mais on en fait probablement beaucoup avec un Escalade IQ. Oui, tout à fait. Mais justement, et c'est ça mon point. Et qu'on peut vendre à plein prix. Il faut développer tes technos sur un Escalade IQ, ensuite l'amortir, descendre sur des véhicules plus petits, puis plus petits, et on arrive à des Bolt, et là... De toute façon, c'est un principe qu'on a vu en automobile depuis toujours. C'était vrai. Je veux dire, on a développé une technologie pour une Mercedes de classe S qui s'est trouvée dans la classe E, qui s'est trouvée dans la classe C, dans la classe A. Le problème, c'est qu'effectivement, ce transfert de technologie s'opérait plus vite. On réalise qu'il y a beaucoup d'obstacles à faire des petites voitures électriques, beaucoup plus que prévu, et on a eu énormément de promesses dans les dernières années et des promesses qu'à peu près personne n'a tenues. Bon, un autre facteur qui pourrait faire mal à l'industrie de la voiture électrique, c'est évidemment les restrictions chinoises vis-à-vis des terres rares. Oui, bien, la guerre commerciale est en plein feu en ce moment entre Washington et Pékin. Et puis, ben, les armes, c'est souvent les restrictions d'exportation sur des trucs où est-ce qu'on domine le marché. Et la Chine et les terres rares, c'est quelque chose de connu. C'est plus, tout dépendant des matériaux, là, c'est plus de 60% de l'exploitation minière qui s'exécute pour ces terres rares-là. Et selon les matériaux, c'est parfois 95%. Parfois, ça peut être plus que ça. Le Canada est d'ailleurs un producteur de terres rares, mais c'est négligeable. On n'a pas la pogne que Pékin a sur ces matériaux-là. Et puis, ben, qu'est-ce qui arrive en ce moment en Chine? C'est que depuis avril, on a demandé aux entreprises qui exportent et qui exploitent ces terres-là de demander au gouvernement des permis pour pouvoir procéder à l'exportation. Et puis, c'était pas comme ça avant. Et là, ben, toutes les entreprises ont demandé des permis pour exporter, notamment en Europe et aux États-Unis. Et puis, ben, l'approbation de ces permis-là ne s'est pas faite. Peut-être lors d'un quart de ces permis-là ont été approuvés. Donc ça ralentit le flot de terres rares pour fabriquer des aimants, des batteries, des catalyseurs, même pour des véhicules à combustion, sur le marché. Et puis, ben, ça fait un autre handicap à l'assemblage de véhicules, pas seulement des véhicules électriques, mais des véhicules à combustion également. On a également appris cette semaine que le gouvernement laissait tomber la politique de prix plancher du litre d'essence. On avait cette politique-là depuis très, très longtemps et ça faisait en sorte qu'on ne pouvait... 30 ans, quasiment 30 ans. Presque 30 ans, oui, c'est ça. Ça faisait en sorte qu'on ne pouvait pas vendre un litre d'essence en deçà d'un seuil. Et là, c'est plus vrai. Évidemment qu'on a modifié cette règle-là parce que on peut imaginer
confirmer que puisque le litre d'essence a baissé sérieusement du côté de l'Ontario, ben, les villes se trouvant à proximité de l'Ontario ne veulent pas avoir un écart de prix si grand que ce qu'il est. Parce que au moment où on se parle, un litre d'essence du côté d'Ottawa, par exemple, se vend à 1,22 1,25 Chez nous, on est à 1,50 55 ouais. Il y a énormément d'écart. Alors, imaginez, par exemple, une station-service à Hawkesbury qui vendrait son litre d'essence à 1,45 alors que de l'autre bord du pont, il est à 1,25 Ça marche pas. Puis, donc, il y avait aussi le fait qu'avant, on avait beaucoup plus de petites stations-service mom and pop, là, qu'on appelle familiales un peu, puis c'était pour pas les désavantager avec les grosses pétrolières qui pourraient peut-être leur couper l'herbe sous le pied. Là, maintenant, des petites stations-service... on les cherche, hein? C'est loin, puis t'en as besoin quand t'arrives, là, fait que c'est dominé un peu par des grandes pétrolières. Donc, il y a 30 ans, c'était différent. Maintenant, la situation a changé sur 3 décennies. Là. La vérité, c'est qu'on n'a pas nécessairement l'impression que ça va faire baisser le prix du litre d'essence tant que ça. C'est administratif. Évidemment. Je pense qu'il y a un cartel, on utilise ça. Mais il faut aussi souligner que le Québec conserve évidemment la taxe carbone sur le litre d'essence qui représente à peu près 12 sous. Le litre. Alors, juste ça, ben, ça fait grimper notre litre d'essence à un niveau qui fait en sorte qu'on vend le plus cher au Canada. Désormais, on sait que la Colombie-Britannique était très chère jusqu'à il n'y a pas longtemps, mais on a retiré la taxe carbone là-bas. Alors, ça permet de ramener le litre d'essence à un prix qui finalement devient comparable avec le nôtre. Sinon, ben, pas besoin de vous dire que vous allez en Alberta et l'essence coûte moins cher que l'eau. Donc, on est à peu près là. Le litre d'essence en Alberta se situe actuellement autour de 1,15 1,20 et si vous faites la conversion, c'est à peu près le même prix que ce que vous allez payer en allant aux États-Unis. Alors, c'est vous dire à quel point c'est un autre monde. Un autre monde. Et là-bas, bien évidemment, bonne chance pour trouver des bornes de recharge électrique. Il n'y en a pas tant que ça. C'est une autre planète complètement. Comme quoi, on est un seul grand pays, mais que selon les régions, les choses changent énormément. On revient à la voiture électrique et là, on parle de la Nissan Leaf. Je ne sais pas si Nissan va finir par juste nous présenter l'auto. Écoute, parce qu'on parle de la Nissan Leaf. Il la dévoile morceau par morceau. Pièce par pièce. On a encore les vieilles photos de plusieurs mois de ça qu'on présente, mais c'est un effeuillage. Hein? C'est un effeuillage. Ça te parle tout de suite. C'est ça. Je m'en allais dire, on la dévoile feuille par feuille. C'est ça. Voilà. Bon, alors, la Nissan Leaf, qu'est-ce qu'on a appris de plus cette semaine? Ben écoute, on a plus de détails techniques sur le moteur. En fait, on parle d'un seul moteur encore, hein, donc pas de rouage intégral. Est-ce qu'on l'appelle maintenant la Nissan Leaf ou le Nissan Leaf parce que ça va être un petit utilitaire plus qu'une voiture. Mais qu'est-ce qui est quoi en ce moment, on le sait pas. 10% plus petit, le moteur à l'avant. On va avoir la même puissance que la Leaf la plus puissante. Là, ça se situe à peu près 214 chevaux, mais plus de coupe, 261 livres-pieds de coupe pour un moteur qui est un petit peu plus petit. Puis on parle pas d'autonomie encore et non plus de format de batterie. On parle d'un coefficient de traînée de 0,26, fait que ça nous donne un peu l'idée de la shape du véhicule. Et puis, on a fait des améliorations, évidemment, au système de gestion thermique dans la Leaf précédente, qui est quand même un système assez vieux, que maintenant, on introduit quelque chose de nouveau là, chez Nissan de ce côté-là, mais encore pas de détails là, sur les spécifications. On n'a pas dit si on laissait tomber le port CHAdeMO. CHAdeMO. Écoute, on aime ça parler du port CHAdeMO, hein, parce que sur les bornes de circuit électrique, il y a d'accord là. Il a fallu que j'appelle le soutien technique pour faire fonctionner le CHAdeMO. Mais oui, c'est sûr que Nissan va adopter la norme NACS, hein, évidemment, avec cette nouvelle Leaf-là. On n'aura pas vraiment le choix. Alors, adieu le CHAdeMO qui est là depuis un bon bout de temps, puis encore depuis là sur les lignes depuis les débuts, évidemment. Chevrolet, maintenant, on a appris que la Bolt, qui devait être une 2026, ça deviendrait une 2027. Là, s'arrêtent les informations sur la future Bolt. C'est tout. Bon, et on a appris des détails concernant le Blazer EV. C'est drôle, ça, comme situation quand même. Ben oui, Blazer EV qui est offert en configuration à traction, simple moteur à l'avant, all-wheel drive à rouage intégral avec les 2 moteurs et propulsion jusqu'à maintenant, parce que le modèle qui avait le plus d'autonomie, c'était le modèle propulsion. Et puis, c'est celui-là qui va partir pour 2026. On offrait une autonomie, là, je pense que c'était 538 km sur ce véhicule
véhicule-là. Ça descend à 502, je pense, pour le modèle à traction. Donc, je pense il était quand même dispendieux, là, ce modèle-là, du côté du Blazer EV. Mais c'est très drôle de voir un véhicule passer de propulsion à traction, aussi offert en rouage intégral. Ouais. Ça, c'est la beauté de l'électrique. Tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de... Presque ce que tu veux. Mais c'est le même plancher, donc t'as pas à t'embêter. Là. C'est ce qu'on a fait aussi avec les Polestar. La Polestar 2 avait subi ce même sort-là. Oui, t'es à traction, puis après ça, devenu propulsion. Mais GM ne justifie pas son choix, n'explique pas pourquoi on retire le modèle. Probablement un modèle qui se vend pas. Industriel aussi, de question d'assemblage. Il y a beaucoup de choses qui changent dans les usines en ce moment aux États-Unis, au Canada puis au Mexique. Alors, GM procède à beaucoup de changements. Là, avec ce communiqué de presse-là, venait une série de changements de quel véhicule va être assemblé où. Évidemment, on essaie de concentrer les activités vers les États-Unis et sur une ligne de montage, si on est capable de simplifier, ben, c'est mieux. Mais c'est pas une question technique parce que le Cadillac Lyriq, par exemple, qui utilise exactement la même base, la même technologie, lui demeure disponible en propulsion. Ouais, alors, bon, c'est pas parce qu'on n'était plus capable techniquement de le fabriquer, c'est vraiment un choix stratégique. Oui, c'est ça. Bon, Ford 2026, on arrive avec une version FX de la Mustang qui se veut un hommage à la Fox Body du début des années 90. Ce que je trouve très drôle, c'est que cet hommage-là, évidemment, ne rappellera pas grand-chose à personne parce qu'on a voulu s'inspirer d'une Mustang Cobra de 1993 qui n'a pas été vendue chez nous au Canada et qui était offerte dans une couleur qui a été très rare sur la Fox Body, c'est-à-dire un bleu aqua que très peu de gens ont choisi à l'époque sur la Fox Body qui, elle, est disparue en 1993. Mais si vous me permettez, bien que la voiture ait une belle gueule, je ne vois aucun lien entre ça et un Fox Body du début des années 90. Les roues blanches, un peu, il y a eu quelques... Non, mais je suis d'accord avec toi, là, on est d'accord, c'est pas flagrant. On n'a pas de photo de l'habitacle, mais il y a le pattern sur les sièges qui est la même chose. Oui, mais c'est beau. Écoute, on essaye, de toute façon, on reproche à Ford ou à la Mustang d'avoir perdu un peu de son ADN de véhicule, tout ça, avec tous les écrans et les trucs comme ça. Puis je pense que dans le département là, de marketing, tout ça, de design chez Ford, on dit, donnez-leur des bonbons pour que ramener les cieux arrière rigides. Voilà, c'est ça. Là, on va... Hey, le Fox Body, on s'entend-tu que c'était pas le véhicule qui était hot dans les courbes? C'était rigide en tabarouette. Non, mais ramener les cieux arrière rigides, là, on aura de la nostalgie. Et quand on l'a lancé, c'est la nouvelle génération de la Mustang, on l'a offert avec, il n'y avait plus de cadran en arrière du volant, c'était déplorable. On a dit, t'as un setting que tu es capable de mettre le bloc d'instrumentation de la Fox Body avec, la même couleur un peu, le bleu comme ça. Donc, on essaie, tant bien que mal, de ramener un peu l'héritage ou la nostalgie du modèle dans un monde qui est complètement numérique puis qui essaie de faire plaisir à tout le monde. Ça, mettez un lecteur cassette dans la console centrale puis ça va tout régler. Mais je veux juste rappeler aux gens qu'une Fox Body, une Mustang à l'époque, 5 litres, ça pouvait coûter le prix d'une Civic DX. Ça coûtait 13 500 $ en 92, une Ford Mustang LX 5 litres manuelle, pas d'option. Puis évidemment, si tu allais dans une GT tout équipée, tu montais à 25-26 000 avant d'aller dans la décapotable. Mais ça demeurait des prix très accessibles. Oh là oui. Ouais. Une Mustang GT aujourd'hui, avec un équipement décent, c'est 70 000 $. Alors, on n'est plus du tout à la même place. Et c'est une voiture qui tente de rivaliser plus que jamais avec des sportives européennes de renom. Alors, la Mustang, ce n'est plus une voiture, je ne veux pas dire du peuple, mais ce n'est plus une voiture aussi accessible et aussi monsieur, madame, tout le monde. C'est plus le pony car que c'était à l'origine. Exactement. Bon, évidemment, est-ce qu'on serait capable de continuer à offrir une voiture comme celle-là pour encore longtemps? Et quel est l'avenir de la Mustang? Parce que ça devient de plus en plus inquiétant, sachant que c'est une voiture à plateforme unique, qu'elle est dotée d'un moteur V8 qui ne passera plus les normes bientôt et que le modèle à moteur 4 cylindres, évidemment, ne parle absolument pas aux amateurs de la Mustang. Le 4 cylindres avec la boîte 10 vitesses automatique, let's go. Regarde, à ce moment-là, va falloir que Ford nous refasse une Mustang 2 et revienne... oui, mais regarde... C'est une blague. C'est une blague. Mais je suis pas sûr qu'ils vont t'engager. C'est une blague, mais il y a une logique. Laisse-moi finir. C'est de faire un châssis plus petit, plus compact, plus léger, revenir à des fondamentaux avec moins de techno,
et faire en sorte que le 4 cylindres turbo qui passe encore les normes puisse beaucoup mieux s'exprimer. Ouais. Donc, c'est de simplifier, faire plus petit, plus compact, c'est faire une Mustang 2. Mais est-ce qu'on va être capable de développer une plateforme unique pour une seule voiture? Non, mais c'est la grande question. Tu peux peut-être utiliser un truc existant, le réadapter et modifier tes planchers. Un châssis de Ford Escape. Ils avaient bien utilisé une Pinto à l'époque. Ça vend beaucoup de rêves, tout ça. Au retour, on s'entretient avec Bertrand Godin. Le guide de l'auto. Vous l'avez déjà vu et ou entendu à l'émission. Bertrand Godin, merci d'être avec nous ce matin. Ah ben, ça me fait plaisir, Antoine. Écoute, Bertrand, on se connaît. On sait que tu sensibilises beaucoup les automobilistes avec la prudence sur les routes. Tu es instructeur de conduite à l'école de police de Nicolet aussi. Donc, pour toi, la sécurité routière, c'est un élément qui est super important. Et puis, on pense beaucoup à la prudence sur les routes avec les températures qui sont plus extrêmes durant la saison froide. On sensibilise les gens à installer des pneus d'hiver minimalement d'une qualité passable. Bref, il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup d'apprentissage à faire, mais on le fait peu durant l'été, alors que il se passe aussi des choses et il y a d'autres dangers auxquels on ne pense pas. Et c'est ce dont tu veux nous parler aujourd'hui, là. Oui, tout à fait. Les dangers qu'on ignore sont ceux qui nous surprennent le plus, bien entendu. Donc, c'est un gentil rappel et c'est pour ça de me joindre à l'action communautaire de la Brasserie Labatt pour rappeler aux gens d'être vigilants, même si on est en été. Nos facultés, faut les avoir. Faut les avoir vraiment entièrement, là, parce que, faut le dire, un verre d'alcool mélangé à des drogues, mélangé à des médicaments, de la fatigue. Puis on a tendance à se dire, c'est l'été, les chemins sont beaux, pas de problème. Dans les statistiques, il y a quasiment autant d'accidents l'été que l'hiver. Les chemins sont beaux, encore faut-il qu'ils soient ouverts. On en a parlé un peu plus tôt dans l'émission, mais je peux te dire que si tu circules le soir en périphérie de Montréal, des routes fermées, tu vas en rencontrer plusieurs et tu vas rencontrer aussi beaucoup de signaleurs routiers. On sait qu'il y a eu beaucoup d'accidents avec les signaleurs routiers, probablement par imprudence ou par, je veux pas dire rage au volant, mais par impatience. Alors ça aussi, c'est un facteur qui est important, le fait d'essayer de garder son calme sur la route malgré le fait que ce soit souvent impraticable. Bien au-delà de la technique, souvent, tu l'as bien dit, les facteurs humains sont les causes premières du comportement. Donc, il faut savoir, on dit toujours, puis ça c'est dans le milieu de l'aviation, il y a 5 péchés capitaux. L'impulsivité, donc prendre le temps d'observer, d'analyser. Donc c'est pour ça de partir à temps lorsqu'on a un rendez-vous, de pas avoir ce facteur de stress-là qui vient nous habiter. La réglementation, les gens qui ne respectent pas les règles, faut comprendre pourquoi elles existent. Souvent, quand je demande aux gens pourquoi ça existe, les limites de vitesse, c'est pour donner l'étiquette. Ben non, c'est pour donner le temps de voir, d'analyser, pour passer à l'action. Lorsqu'il y a justement des chantiers, on le sait, les routes sont beaucoup plus étroites, la visibilité est beaucoup moins bonne. Il y a des travailleurs, des fois, qu'on peut ne pas distinguer tant qu'il y a de cônes oranges qui nous aveuglent. Donc, à ce moment-là... Surtout qu'ils s'habillent comme des cônes oranges, qui aident pas beaucoup. Oui. C'est pas comme si c'était... c'est presque rendu une tenue de camouflage, là, quand tu t'habilles en signaleur routier, tellement il y a de cônes qui les entourent. C'est d'ailleurs un problème. Peut-être qu'il faudrait repenser à ça, d'ailleurs. Écoute, on va les habiller en vert. C'est un excellent point. Bertrand, j'ai aussi le fait qu'il y a un facteur cette année on parle de trafic, de gens, plus de chantiers, etc., mais aussi le fait que les gens vont voyager plus au Québec durant les vacances de la construction, parce que évidemment les gens préfèrent voyager au Québec qu'aux États-Unis en ce moment. J'imagine qu'il va y avoir un facteur additionnel, qu'il va y avoir plus de monde qui vont rester, donc plus de vigilance requise. Oui, exactement. Et ça, on le sait, beaucoup plus de gens sur les routes, non seulement en voiture, mais beaucoup de gens à vélo aussi. Donc, essayer toujours de prévoir justement lorsque... Puis ça, c'est valide pour les cyclistes aussi, là.
les règles s'appliquent pour tous et c'est incroyable. Je fais quand même passablement de vélo. Sur les chemins de campagne, assurez-vous de bien voir derrière quand vous voyez quelqu'un. Mettez-vous sur le côté, gardez-vous de la distance. Souvent, les accidents surviennent parce que les gens disent je suis dans mes droits. Ben oui, mais c'est parce que on gère des êtres humains. Et puis à ce moment-là, quand quelqu'un a géré une possible erreur de l'autre sur la route, eh bien, c'est comme ça qu'on réussit à l'éviter. Bon, évidemment, Louis-Philippe en faisait mention, il va y avoir beaucoup de monde sur les routes, il va y avoir des VR, il va y avoir des motos, on voit de plus en plus de scooters, des 49cc qu'on va retrouver sur les routes. En périphérie de Montréal, à Montréal, il y en a peut-être un peu moins, quoique là, avec la fermeture temporaire des métros, il y a peut-être des gens qui vont décider de trouver des moyens alternatifs, là, mais mais ça aussi, là, les motocyclettes, les scooters qui se multiplient sur nos routes. Faut apprendre à garder ses distances et à être prudent parce que, évidemment, ça ne réagit pas de la même façon qu'une voiture puis t'es pas avec un même niveau de sécurité. Là. Non, il faut le dire. Quelqu'un qui a un scooter, c'est souvent les premiers pas sur la route avec un véhicule moteur. Parce que c'est un véhicule moteur, un scooter. Et à ce moment-là, méfiez-vous de ces gens-là parce que, soyez peut-être un peu plus alerte et aussi conscient que cette personne-là ne sait pas nécessairement encore gérer son attention, connaître les règlements, les appliquer convenablement. Donc, les accidents surviennent souvent parce qu'on ignore les uns les autres. Donc, je dis tout le temps, lorsque vous êtes sur la route, remarquez, analysez, et puis à ce moment-là, l'anticipation que ça crée, fait en sorte de vous éviter bien des ennuis. As-tu une liste de petits trucs faciles pour aider les automobilistes durant l'été lorsqu'ils se déplacent en voyage ou lorsqu'ils sont pris dans les bouchons de circulation comme on en voit beaucoup ces temps-ci? Est-ce qu'il y a des petits trucs ou des choses à savoir qu'on devrait appliquer? Écoutez, c'est simple. La fatigue au volant l'été, elle est peut-être même plus grande qu'en hiver parce que justement, on se dit, c'est l'été, on peut voyager plus longtemps, la route est belle, on va se rendre jusqu'à destination. Essayez pas de lutter contre la fatigue. Écoutez, trouvez-vous un endroit, un stationnement, faites un somme d'une 15aine de minutes. Portez des lunettes fumées aussi lorsque vous conduisez, va faire en sorte de diminuer la fatigue. Bien s'hydrater. T'as bien dit, porter des lunettes fumées. Oui. Pas deux actions, là, une seule. Exactement. Porter des lunettes et fumer. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de « et » entre les deux. OK, parfait. Mais oui, effectivement, ça peut aider, s'hydrater adéquatement aussi, etc., etc. Tandis que tu es là, Bertrand, je veux aussi parler d'une conférence que tu vas donner le 7 août prochain. J'ai très, très hâte d'y assister parce que je suis intrigué de l'angle que tu vas prendre dans cette conférence-là. Tu vas être en compagnie de Joanne Villeneuve, évidemment la femme de Gilles Villeneuve, et vous allez discuter ensemble de sa vie essentiellement. Oui, parce que ce qu'on veut là concrètement, c'est que lorsqu'on voit des gens avoir des passions, les accompagner. Et Joanne en est un bel exemple parce qu'elle a accompagné Gilles, a connu Gilles. Gilles faisait même pas de compétition. Et puis, moi, je l'ai vécu. J'ai eu des gens qui m'ont aidé. Vraiment. Et on pense souvent c'est juste l'argent qui va faire en sorte qu'on va monter au top, mais c'est aussi grâce aux gens qu'on rencontre dans notre vie. Bien sûr. Joanne a vécu toutes sortes de situations incroyables. Quand ton mari rentre à la maison, il dit chérie, on déménage, j'ai vendu la maison. Ah oui, comment ça? Pourquoi? Parce que je me suis acheté une voiture de course. Il y en a plusieurs. Il y en a pas de problème, Jean-Charles. C'est ça. Non. Tu peux vivre dans une voiture, mais tu peux pas conduire une maison. Hein? On me dit à l'oreille que la femme québécoise moderne n'accepte pas ce genre de concession aujourd'hui, mais c'est peut-être une autre époque. Ouais, mais c'est pour ça on veut inspirer.
Ouais. les gens Ouais. à agir. mais tu sais, souvent, il y a des gens qui me disent « Ah oui, mais on a tout dit sur Gilles Villeneuve. » Mais oui, on connaît l'histoire en Formule 1, on connaît les circonstances de son décès, mais vous savez, toute l'angoisse que Gilles a vécue avant même la Formule 1, alors qu'il était... travaillait chez Skirol à l'époque, Johan m'avait raconté que à un moment donné, il a acheté une Formule Atlantique, il a acheté le châssis, les pneus. Il n'avait pas acheté les moteurs. Et là, Skirol l'appelle pour lui dire, excuse, mais on vient de faire faillite. Donc, non seulement il perdait son travail, mais il perdait aussi son commanditaire parce que Skirol était son commanditaire. Ouais. Et puis, Johan a dit, Gilles était vraiment là, affecté. Là, elle l'a rassuré. Elle a dit, regarde, est-ce qu'on peut être plus bas que ça? Ouais. Gilles, il dit non. Elle dit, achète-les les moteurs. Ouais. Vas-y. Donc, elle a été extrêmement complice. Donc, il y a toutes sortes d'anecdotes et de liens qu'on peut faire avec les uns et les autres afin qu'on puisse accompagner ceux qui ont des passions, ceux qui ont des objectifs. Parce que des fois, on a tendance à rabrouer ceux qui en ont. Là, c'est un peu ça qu'on veut emmener comme sujet. C'est intéressant ce que tu disais aussi. Les gens ont l'impression qu'ils ont tout entendu sur Gilles Villeneuve, qu'on a peut-être même étiré l'élastique à certains moments donnés. Et pourtant, il y a toute une parcelle de son histoire qu'on ne connaît pas. Et puis, il y a des tentatives multiples de tenter de refaire connaître Gilles Villeneuve de façon adroite ou maladroite. On le voit un peu ces temps-ci. Là, bon, il y a eu le fameux litige avec le musée. On avait parlé à Alain Bellumeur il y a quelques mois, ici même à l'émission. On sait que Mélanie a lancé récemment une ligne de vêtements. La promotion était faite uniquement en anglais. On se demandait si c'était pas justement pour aller chercher une clientèle qui n'est pas québécoise. Bref, mais toi, tu as un lien spécifique, tu connais bien Joanne Villeneuve. Alors, je suis curieux de savoir comment est-ce que ça t'a amené à vouloir faire une conférence et à parler d'éléments qu'on ne connaît pas de Gilles Villeneuve. Vraiment, Joanne, je la connais depuis 1986, alors que j'ai commencé en karting et Jacques commençait aussi, Jacques, son fils. Et puis, on a échangé nos numéros de téléphone. Il m'a appelé. J'étais allé à Berthier le chercher pour aller faire des essais de karting à Saint-Hilaire à l'époque. Et puis, par la suite, j'ai travaillé avec Jaco. Donc, puis même, Joanne a accepté j'ai squatté la maison de Joanne et Gilles à Monaco en 1991 quand j'étais allé faire le volant au Castellet. Donc, c'est un lien qu'on a de longue date ensemble. Et puis, donc, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant parce que j'en connais beaucoup sur Gilles Villeneuve, mais à chaque fois que j'ai la chance de lui parler, j'en apprends encore plus. Donc, de partager ces connaissances-là, je trouve que c'est enrichissant. Et de ce que je comprends, c'est que ce sera une conférence sous forme de causerie à discussion ouverte. Donc, c'est pas un texte que vous avez appris, c'est vraiment vous discutez ensemble. Le public peut être même amené à poser des questions pendant la conférence. C'est un peu cette formule-là que vous voulez présenter, là. Oui, tout à fait, parce qu'on veut donner accès à ceux qui ont des questions, puis de pouvoir justement arriver à pouvoir connaître davantage leur histoire et sa passion qui est toujours aussi vive pour le sport automobile, malgré le fait que cette passion-là, le rêve de Gilles est devenu son cauchemar avec le décès de Gilles en 82. Et la conférence, donne-moi les détails parce qu'évidemment, les gens veulent savoir c'est où, c'est quand, comment ça fonctionne. Le public peut y assister au complet, là. C'est pas un cercle fermé, là. Non, vraiment pas. Donc, vous pouvez acheter les billets directement sur mon site internet bertrandgodin.com. Et puis, c'est ça, c'est le 7 août. Okay. Donc, dans la fin de semaine du Grand Prix de Trois-Rivières, vous allez avoir tous les détails là, sur le bertrandgodin.com. Et ça se passe à Trois-Rivières? Tout à fait. Ça se passe à Trois-Rivières. Parce que, on voulait vraiment que ça soit Trois-Rivières parce que c'est là que a commencé la carrière de Gilles en Formule 1. Pourquoi? Parce que il a affronté les premiers pilotes de Formule 1 qu'il a affronté, c'est en Formule Atlantique à Trois-Rivières, alors qu'il avait battu James Hunt. Ben oui.
qui était champion du monde de Formule 1 la même année. Et c'est une belle histoire aussi d'humilité vis-à-vis de James Hunt. Quand on parle d'accompagner et d'aider les gens qui ont des rêves, eh bien, James Hunt a aidé Gilles Villeneuve quand il a parlé à Teddy Mayer pour lui dire écoute, ce petit gars-là, il en vaut la peine, il est ultra rapide. Et par la suite, ben, vous voyez, c'est Ferrari qui l'a qui l'a observé. Et c'est Joanne qui avait répondu quand Ferrari a téléphoné. Et elle a dit à Gilles, elle dit, je pense que quelqu'un nous joue un tour là, parce que ça parle italien. C'était pas Tex Lecor. Non. C'était pas Tex Lecor. Oui, mais à l'époque, ça aurait pu. C'était pas mal les Ben oui, c'est ça, exactement. Bon, évidemment, il y a notre collègue Julien Amado qui avait fait un balado qui avait parlé énormément de Gilles Villeneuve. On sait qu'en ce moment, on tourne un film sur l'histoire de Gilles Villeneuve. On sait pas trop encore quand est-ce que ça sort. As-tu des nouvelles là-dessus? J'ai pas de nouvelles. Ce que j'ai su, les dernières nouvelles, c'est que le tournage était sur pause actuellement. Donc, parce qu'il était supposé sortir en 2026. Mais ils ont connu toutes sortes d'ennuis. Hein. Rappelons-nous que pas cette année, parce qu'on en a eu pas mal de neige, mais l'année d'avant, il y avait des tournages qui avaient été faits à Valcourt alors qu'il n'y avait pas de neige. C'était vraiment l'horreur. Donc, ils ont eu de grands défis à essayer de relever. Et puis, ben, l'important, c'est que on puisse faire ce film à l'image de Gilles. Ben Bertrand, merci beaucoup d'avoir pris le temps ce matin. On invite les gens, évidemment, à aller voir ton site web pour se procurer des billets pour cette conférence-là. On les invite aussi à écrire leurs questions d'avance et à vous bombarder de questions pendant la conférence. J'en ferai partie. Alors, au plaisir de te voir. Je suis déjà en train de commencer à les écrire, mes questions. Là. Fait que, c'est parfait. Ben merci Bertrand. Bon été et puis on se revoit au mois d'août. Merci Bertrand. Ah ben, bon été, merci les Bertrand, gars. bye-bye. Merci à vous. Salut. Salut. Le guide de l'auto. Parcours l'actualité automobile sans dérapage ni accrochage. Hugues, cette semaine, tu vas nous parler de ce que je considère être la mal-aimée des Chevrolet Corvette, alors la génération C4. Mais cette version-ci est quand même pas mal plus intéressante. On va parler de la Corvette ZR1 qui a été lancée pour le millésime 90. Il y a des titres qui vous placent un homme. Dans le monde de l'auto, peu sont plus prestigieux qu'ingénieur en chef de la Corvette. Pourtant, en à peine plus de 70 ans d'existence du modèle, seules 5 personnes ont occupé ce poste. Zora Arkus Duntov, Dave McClellan, Dave Hill, Tad Juchter et Tony Roma aujourd'hui, qui a été nommé l'année dernière. Nous allons parler de la Corvette ultime créée sous l'ère de Dave McClellan, la C4 ZR1, et pourquoi elle ne s'est pas vendue. Bon, dans quelles circonstances McClellan a eu son poste? Alors, Dave McClellan ne l'a pas eu facile, parce que déjà remplacer un personnage plus grand que nature comme Zora Arkus Duntov n'était pas une mince affaire, mais aussi parce qu'il a dû composer avec l'arrivée de normes pollution contraignantes qui ont étouffé les performances de son bébé. Entré chez GM en 1959, McClellan deviendra l'assistant de Duntov en 1974, avant de lui succéder lorsque celui-ci prendra sa retraite. À ce moment, la Corvette vient de commencer une longue descente aux enfers en matière de puissance, comme toute l'industrie, soit dit en passant. Oui. Alors que la Corvette offrait de 270 à 425 chevaux en 1970, elle n'en propose plus que 185 en 1978. Mais la tendance tourne enfin dans le bon sens en 82 avec l'arrivée du 350 L83 et son système d'injection Crossfire donné pour 200 chevaux. C'est McClellan qui assure le développement de la Corvette C4 de 1984, qui montre un certain retour en forme en matière de comportement routier. Il faut maintenant retrouver les chevaux perdus. Et c'est en partie chose faite dès 1985 avec le lancement du 350 pouces cubes L98. Ce bloc sera installé dans les Corvettes jusqu'en 91 et produira de 230 à 245 chevaux. Reste enfin à concevoir une vraie version de performance. Et ce sont quoi les options qui ont été explorées pour la mécanique? Alors, dès 1985, l'équipe de McClellan évalue des V6 turbo qui vont pas du tout bien avec le châssis, ou bien même des V8 biturbo, mais qui ne passent pas les normes de consommation. Est alors évoquée la piste high-tech qui consisterait à installer de nouvelles culasses multi-soupapes à arbre à cam en tête, alors que le small block utilise un arbre à cam central et des poussoirs de soupape depuis son introduction en 85. Ouais.
Heureux hasard de circonstance, Lotus vient d'être acheté en janvier 86 et travaille sur son propre V8 pour le concept et possiblement futur modèle de série Etna. Tony Rudd de Lotus rencontre Roy Midgley en charge du développement moteur pour Chevrolet afin d'évaluer les options. Quelques mois plus tard, Rudd présente ses conclusions. Un tel assemblage sera limité à 350 chevaux. Si Chevrolet veut atteindre les 400 chevaux, il faut concevoir un nouveau bloc. Malgré de nombreuses incertitudes sur ce projet, Lloyd Russ, alors directeur général de Chevrolet, donnera son feu vert. Il sera d'ailleurs un support inconditionnel de la Corvette dans les moments difficiles. Lotus a cependant une condition absolue. Il faut respecter l'anthrax des cylindres de 4,4 pouces en vigueur depuis 1955 afin que les têtes puissent éventuellement être installées sur d'autres moteurs. Le bloc doit être aussi assez compact pour entrer dans le châssis de la C4 et bien sûr passer les normes de consommation. Bon, pour y arriver, Lotus va développer une stratégie qui est quand même innovante. Effectivement, chaque cylindre est doté de 2 soupapes d'admission, une sur un profil de cam qui privilégie la consommation et le couple, et l'autre sur un profil de cam qui privilégie la puissance. Sous faible charge, seule la première soupape est activée. Sous forte charge, les deux sont activés simultanément. Chaque conduit d'admission a son propre injecteur, ce qui fait que le bloc LT5, c'est son nom, embarque 16 injecteurs, dont 8 qui fonctionnent en permanence. Pour gérer tout cela, il faut un puissant calculateur qui, par chance, est déjà en développement chez Delco. Lotus conçoit aussi un système de refroidissement à double flot pour répondre à une gestion thermique différente des têtes et des cylindres. Le taux de compression est plus élevé, 11 pour 1 contre 9,5 pour 1 pour le L98. En mai 87, soit près d'un an après le début du projet, Lotus a un moteur sur le dynamomètre, mais un problème de lubrification dans les têtes va demander un développement supplémentaire et entraîner 6 mois de retard. Simultanément, Roy Midgley travaille sur l'industrialisation du LT5. Impossible de le fabriquer sur les chaînes de production des V8 classiques. Midgley pense à un premier temps à GM Diesel, plus habitué aux petites séries, mais se tourne finalement vers Mercury Marine, spécialiste des moteurs de bateaux qui possède une belle expérience en fonderie d'aluminium. Quant à l'équipe Corvette, elle développe le package de l'automobile qui comprendra 2 nouveaux pneus conçus par Goodyear, du 17 pouces, entraînant un élargissement de 3 pouces à l'arrière et de nouveaux panneaux de carrosserie. Une nouvelle boîte manuelle 6 rapports fournie par ZF, une suspension ajustable Bilstein, code d'option FX3, et des freins renforcés. Reste à trouver un nom à l'ensemble. Et d'où vient le nom ZR1? Alors en 1970, Chevrolet lance un groupe performance optionnel qui comprend le moteur LT1 prêt pour la piste, 350 pouces cubes, poussoir mécanique, arbre à cam de performance et 370 chevaux, ainsi que la boîte manuelle à 4 rapports EB22 dit Rock Crusher, les freins, la suspension et le refroidissement renforcé et l'impossibilité d'installer une direction assistée, la climatisation, le dégivrage, la radio ou une alarme, le tout pour réduire le poids et la charge sur le moteur, même si curieusement on pouvait installer cet ensemble sur des cabriolets. Baptisé ZR1, cet ensemble est très cher par rapport au prix de base d'une Corvette, $968 US pour une voiture qui coûte $5 192, ce qui explique sa très faible diffusion, 25 exemplaires en 1970, 8 en 1971 et 20 en 1972. De retour dans les années 80, le nom apparaît adapté puisqu'il est basé autour d'un small block de performance. Seule différence, on rajoutera un tiret ZR-1. Le projet avance évidemment très rapidement. Fin 1987, Mercury Marine construit son premier moteur sur sa nouvelle chaîne d'assemblage en Oklahoma. Lotus et Chevrolet se livrent à d'intenses séances de tests et tout se passe bien. En janvier 89, les 20 premiers exemplaires de série sont fabriqués, pas moins de 15 sont envoyés en Europe pour la présentation au Salon de Genève en mars 89, puis pour les essais avec la presse, qui auront lieu dans le sud de la France, à Mirval, près de Montpellier, sur la nouvelle piste de test de Goodyear. L'accueil est, d'ailleurs, pour ceux qui ont la vidéo, cette photo a été prise durant la présentation à la presse à Aigues-Mortes. L'accueil est enthousiaste. Il faut dire que les performances sont impressionnantes pour l'époque. 375 chevaux à 5800 tours, 370 livres-pieds de couple à 5600 tours, le 0 à 100 en 4,4 secondes, 290 km/h en vitesse de pointe, 0,94 G d'accélération latérale. On n'avait jamais vu ça. Une américaine capable de tenir la dragée haute à des Porsche 911 Turbo, Lamborghini Countach ou Ferrari Testarossa, et pas seulement en ligne droite. Pour enfoncer le clou, Chevrolet bat plusieurs records de vitesse en février 90 à Stockton dans le Texas.
celui des 24 heures à 282,99 km/h de moyenne, celui des 5000 milles à presque 280 de moyenne et celui des 5000 km à 282,72 de moyenne, le tout avec un véhicule de série simplement monté sur des pneus de course. Absolument époustouflant. Lorsque les autos arrivent finalement en concession au printemps 1990, l'excitation est palpable. Les premiers exemplaires sont parfois vendus avec d'importantes majorations de prix. Pourtant, la ZR1 n'est pas donnée. 79 995 $ canadiens contre 47 525 pour un coupé L98. C'est très cher. Là. Très cher. Wow. Malgré tout, Chevrolet espère en commercialiser entre 3 000 et 4 000 par année. De toute façon, la capacité de production de Mercury Marine est limitée à 18 moteurs par jour. Pour sa première année, la ZR1 est effectivement écoulée à 3 049 exemplaires. Mais rapidement, l'excitation disparaît et les ventes baissent. 2044 en 92, 502 en 91, 502 en 92. En 93, Lotus apporte des améliorations à LT5 et fait passer sa puissance à 405 chevaux. Mais cela ne suffit pas et seulement 448 Corvettes ZR1 sont vendues en 93, 94 et 95, soit un total de seulement 6 939 exemplaires en 6 ans. Et pourquoi la voiture n'a pas connu le succès escompté? Plusieurs raisons peuvent expliquer ces chiffres de vente. Tout d'abord, la ZR1 est chère, comme on l'a dit, et ne se distingue pas assez de sa sœur roturière. Il faut vraiment avoir l'œil pour les distinguer esthétiquement. Là. Ouais. Et notamment à partir de 91, alors que toutes les Corvettes adoptent les feux arrière de la ZR1. De plus, certains équipements de la ZR1 deviendront disponibles sur la L98, la boîte manuelle 6 rapports, la suspension adaptative. Ensuite, il y a la récession de 1991. Mais surtout, il y a la concurrence du bon vieux small block à pushrod de Chevrolet. Piqué au vif de ne pas s'être vu confier la conception du LT5, les ingénieurs de GM ont commencé à travailler sur une nouvelle génération de ce moteur. Et ces efforts aboutiront au lancement du LT1 Gen 2 en 1992 qui développe 300 chevaux, puis le LT4 en 1995 de 330 chevaux. Lotus avait pourtant continué le développement du LT5 et avait prévu une évolution de 475 chevaux pour 1997. Mais l'introduction du LS1 Gen 3 en 97 de 345 chevaux, pouvant être assemblé sur les chaînes de GM à bien moindre coût, enfonça le clou final du projet. Mais le nom a tout de même marqué les esprits et il sera réutilisé pour les C6, C7 et C8. On peut aussi imaginer, en terminant, Hugues, que l'arrivée des Dodge Stealth RT Twin Turbo, des Nissan 300ZX Turbo, de ces voitures, bon, évidemment, la RX-7, la Supra, qui est arrivée quelques années plus tard, c'était des voitures de très, très haute performance qui ont connu un succès plus élevé que la ZR1. Oui. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas une partie de la clientèle en quête d'une voiture de haute performance qui s'est dirigée vers les entreprises japonaises? Il y a ça aussi. Je pense, mais la ZR1 était vraiment dans une catégorie à part en termes de prix, mais même en termes de performance, on était plus dans un territoire Porsche. Et je pense que c'est ça qui a peut-être un peu déstabilisé la clientèle, qui n'était pas habituée à sortir des tarifs de près de 80 000 $ à l'époque pour acheter une Chevrolet. Aujourd'hui, ça dérange plus personne, mais à l'époque, c'était quand même quelque chose. Et je pense qu'en fait, le plus gros problème de la voiture, c'est qu'elle n'était pas assez distinctive. Esthétiquement, elle était presque pareil. Il fallait vraiment, avoir l'œil pour voir la forme des ailes élargies très légèrement. Puis surtout, comme tu l'as dit, c'est que toutes les Corvettes en 91 ont adopté la partie arrière de la ZR1. Alors là, les distinctions étaient encore moins grandes. Et puis quand sont arrivés vraiment les nouveaux V8, tout d'un coup, c'était des V8 qui étaient beaucoup moins chers à produire. À entretenir, moins puissant certes, mais moins capricieux aussi. Et tu te dis, mais ok, d'accord, je perds 75 chevaux, mais d'un autre côté, ça va être facile à entretenir, ça va être fiable, ça va aller. Bon, allez, hop, ça coûtera moins cher, puis on va se faire pratiquement autant plaisir. Merci, Hugues. Laissez faire votre clignotant. Entrez directement dans le guide de l'auto. Messieurs, c'est jour de deuil. Parce que j'ai conduit la dernière BMW M2 à boîte manuelle cette semaine et je peux vous dire que j'ai adoré cette bagnole-là. 473 chevaux,
juste assez légère, boîte manuelle bien calibrée, un moteur avec une souplesse que j'adore. Les boîtes manuelles chez BMW, c'est parmi les meilleures au monde. On a trouvé la recette juste avant de l'abandonner. Et là, on était heureux d'annoncer la semaine dernière l'arrivée d'une CS 2026 à 523 chevaux, encore plus performante, encore plus 12 bagues, encore plus lourde, encore plus puis automatique. C'est ça. OK, elle est peut-être plus rapide, mais tu n'auras pas le plaisir que tu as avec ça. Ouais. Ce qu'on a réussi à atteindre avec la M2 2025 à boîte manuelle, bon, c'est 20 chevaux de plus qu'en 2024, puis entre toi et moi, ça ne change pas grand-chose, mais c'est le plaisir de conduire à l'état pur, ce qui a toujours été la prémisse de BMW, qu'on perd de plus en plus avec le poids, avec l'ajout de toutes les bébelles et avec le passage aux boîtes automatiques. C'est dommage parce que c'est la dernière. J'ai l'impression que la M3 et la M4 vont subir le même sort très bientôt. Ben oui. Et à ceux qui s'intéressent à ce genre de bolide-là, sachez qu'il en reste déjà presque plus. C'est vrai aussi pour une M3. Vous pouvez obtenir une M3, donc 4 portes régulières, pas une compétition X-Drive, juste propulsée, boîte manuelle. Inutile d'aller payer 25 000 $ d'options de carbone. Prenez le modèle standard, vous allez avoir une voiture bien plus rare, encore plus agréable que celle de tous les autres. Vous allez avoir une voiture de puriste et qui va garder, selon moi, une meilleure valeur à long terme que si vous cochez toutes les options et que vous prenez la boîte automatique. Fin de mon éditorial sur la boîte manuelle chez BMW. Et fin de la boîte manuelle. Et fin de la boîte manuelle. Amen. Et on passe maintenant au iX3 50 X-Drive que tu es allé conduire, qui évidemment n'a pas de boîte manuelle. Non, évidemment, il n'en a pas. Hein. C'est le premier véhicule, en fait, le premier prototype de la Neue Klasse. Vous la reconnaissez sur la page couverture du Guide de l'Auto 2025. Dans sa version berline, on a conduit le premier prototype Neue Klasse X, qui est l'utilitaire, évidemment. On commence avec les utilitaires. On reviendra sur la provenance de ce mot-là, Neue Klasse, dans les années 60, quand on en parlera avec eux, probablement à un moment donné. Mais on veut introduire des nouveaux véhicules chez BMW. On veut changer la mentalité. On a une plateforme Neue Klasse qui peut accepter des moteurs électriques, également hybrides et à combustion. Donc, le véhicule qu'on a conduit, c'est un électrique avec 2 moteurs, hein, X-Drive, on a le rouage intégral. Comme vous voyez sur les images, ceux qui ont la vidéo, c'est tout camouflé, hein, c'est typique d'un prototype. Il n'y a rien qu'on veut pas montrer. On veut pas montrer les courbes là, du véhicule, mais on peut assumer qu'il va y avoir une calandre réniforme en avant qui, on l'espère, n'aura pas de proportions terribles pour ce véhicule-là. On dirait qu'à priori, ça augure bien. Ça augure bien, a priori. De près, ça augure bien, je te le dis. On parle de moteurs, évidemment. C'est très estimé pour la puissance, 400 chevaux, 440 livres-pieds de couple. On promet jusqu'à 600 km d'autonomie selon le cycle de l'EPA. Puis qu'est-ce qui était vraiment impressionnant durant l'essai, c'est qu'on a été capable de charger le véhicule, qu'est-ce que normalement, il nous laisse pas nécessairement faire parce que c'est trop court. Et puis, on a atteint des vitesses de recharge de 400 kW pendant 10 minutes pour descendre à 200 kW. Là, oui. Mais t'étais dans un contexte BMW, on avait mis toutes les... Au Québec, ça va probablement être la moitié de ça, mais on est capable d'aller chercher ça, donc peut-être que ça va libérer. C'est l'histoire de l'œuf et de la poule. S'il n'y a pas de voitures qui sont pas capables de le faire, ça sert à rien d'installer des bornes qui le font. Oui, exactement. Voilà, c'est positif, on va le tester ici, puis on va confirmer si ça marche ou pas. C'est une chose d'être capable de le faire, mais est-ce qu'on n'aurait pas volontairement programmé le véhicule en conséquence de prendre une vitesse de charge aussi haute? Préconditionné, etc. C'est pas possible. On n'écarte pas ça. Écoute, une autre affaire que j'aime du véhicule, souvent on nous fait essayer des véhicules qui sont équipés là, au coton. Ce véhicule-là est équipé d'une suspension mécanique là, de type coilover, là, très ordinaire, assisté par un système hydraulique. Donc, on n'a pas une suspension qui est pneumatique. Puis souvent, moi, je trouve que dans les véhicules électriques de luxe, la suspension pneumatique, elle est là pour mitiger un peu le roulis du véhicule qui est très pesant. Là, on était dans la mécanique, mais quelque chose qui était très impressionnant pour la tenue de route du véhicule. Donc,
prévisible comme véhicule, comparativement à certains véhicules de luxe de ce tarif-là qu'on n'a pas d'ailleurs. Mais j'ai aimé ça, le conduire. J'ai trouvé que la batterie ne semblait pas trop pesante. Là. On va voir ça va être quoi. C'était ma question, parce qu'une i4, c'est une voiture, oui, qui est plus lourde qu'une série 4 à essence, mais on a bien géré le poids sur la i4. Alors, je me dis que sur un produit comme celui-là, on a dû faire un travail quand même intéressant. Oui, très intéressant. Puis justement, ce n'est pas faux. C'est prévisible. On a gardé le plaisir de conduire. Une dernière affaire, on a essayé plein d'aides à la conduite. Il y a de l'intelligence artificielle là-dedans, puis tout ça. Puis il y a une caméra qui te regarde constamment quand tu as les systèmes semi-autonomes. Et puis quand j'ai conduit le véhicule en simulation de conduite semi-autonome, quand j'ai mis mes lunettes soleil, le système a arrêté. Donc, on regarde continuellement tes yeux, mais porte pas de lunettes soleil. Juste à contrairement à ce que disait Bertrand Godin tout à l'heure, porter des lunettes de soleil. Dire, ça va être quelque chose qui va être réglé, mais les ingénieurs en ont pris note. Alors moi, je veux juste vous dire qu'au cours de mon essai de la BMW M2 à boîte manuelle, j'ai porté des verres fumés et j'ai eu aucun problème. Et voilà. Et t'avais l'air Merci tout le monde d'avoir été là. À la semaine prochaine. Bonne semaine tout le monde. Bonne semaine. Tous les épisodes du Guide de l'auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.